Mercredi 28 novembre 2007, nous sommes dans le nord de la France, à Farbus, petit village de 500 habitants dans le Pas-de-Calais. Il est 19h15 lorsqu'un homme, John Zablewski, 29 ans, cadre commercial, alerte la gendarmerie. Oui, allô ? Je suis bien à la gendarmerie. Les gendarmes ont au téléphone un homme totalement paniqué. Totalement affolé, qui dit je suis rentré chez moi et ma femme a disparu. Parce que je suis très inquiet. Sa voix tremble, il est en état de panique. John Zablewski explique que sa compagne, Laurence Maille, 36 ans, n'est toujours pas rentrée à la maison. Il dit qu'il n'a plus de nouvelles de Laurence, qu'elle est partie promener Chloé, le chien, le petit cocker, et qu'elle n'est pas rentrée à la maison. Et John a de sérieuses raisons de s'inquiéter, car leur chienne a été retrouvée seule, errant sur un parking. Donc le chien a été retrouvé avec collier, avec la laisse, mais sans Laurence Maille. On retrouve un chien à 7 km du domicile, puis surtout il est seul. Il est seul, sans sa propriétaire. Plus inquiétant encore, John indique aux enquêteurs que Laurence est totalement injoignable. Le portable de Laurence est dans la maison. Son sac avec ses papiers. On a l'impression qu'elle a véritablement quitté la maison pour aller promener le chien uniquement avec son trousseau de clés et qu'elle a véritablement rien emporté d'autre. Ça ressemble pas a priori à une fugue. Immédiatement, le central de la gendarmerie lance un appel radio à toutes les voitures. Laurence Maille a peut-être eu un accident, ou pire. Laurence Maille a peut-être été renversée par une voiture, elle est peut-être dans un fossé, qui s'est blessée. Les patrouilles sont alertées de cette disparition de manière à ce qu'ils puissent ouvrir l'œil pendant cette première nuit. Parce qu'il faut aller vite, on sait que dans ce genre d'enquête de disparition, les 24 premières heures sont cruciales, elles sont prépondérantes pour retrouver la personne. Les gendarmes arpentent les rues, les chemins forestiers, mais ils ne trouvent rien. Et nul n'aura de nouvelles de Laurence Maille de toute cette nuit d'hiver de novembre 2007. Le lendemain, jeudi 29 novembre, cela fait 24 heures que Laurence n'a pas donné signe de vie. Le procureur de la République d'Arras ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Objectif, donner des moyens supplémentaires aux enquêteurs sur le terrain. Donc, on va faire des contrôles routiers, on va faire des barrages, on va essayer de trouver des témoins avec la photo de Laurence Maille en lui disant « Est-ce que vous avez vu cette femme ?» Ils vont se positionner à différents endroits et arrêter les automobilistes à qui ils vont montrer des photos de Mademoiselle Maille. La brigade de recherche d'Arras et la section de recherche de Lille viennent renflouer les effectifs. En tout, plus d'une centaine d'hommes enquêtent dans le secteur. Tous les moyens à disposition des services de gendarmerie sont déployés. On a les équipes au sol, on a des patrouilles, on a l'hélicoptère. Des chiens renifleurs. Parallèlement, dès les premières heures de la journée, les gendarmes vont s'intéresser à la vie de la jeune femme pour essayer de comprendre ce qui a pu lui arriver. Laurence Maille est employée depuis 10 ans à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens. Toutes ses amies et collègues sont interrogés. Et les gendarmes vont découvrir que le mardi 27 novembre, la veille de sa disparition, Laurence ne se sentait pas très bien. Tous les midis, on se rejoignait pour boire notre thé après manger. Et ce jour-là, elle m'a dit « Écoute, je suis pas bien du tout, j'ai mal au ventre, j'ai terriblement mal au ventre et je vais pas prendre mon thé. » D'ailleurs, ce jour-là, Laurence a quitté le travail plus tôt que d'habitude. Et elle est rentrée pour consulter un médecin. Elle s'est fait prescrire des médicaments. Ensuite, Laurence passe la soirée tranquillement chez elle. Le lendemain matin, vers 7h30, ça n'allait pas beaucoup mieux, elle avait encore mal au ventre. Elle ne va pas pouvoir aller au travail. Et elle va envoyer d'ailleurs un SMS à l'une de ses collègues. À 9h, 3, je reçois un texto auquel j'ai pas prêté vraiment attention. En fait,
où c'était écrit Bonjour Sylvie, je ne vais pas mieux, j'ai mal au ventre, enfin je me souviens plus exactement. Et c'était marqué à la fin je vais me recoucher. Donc j'ai pas rappelé. Laurence Maille aurait donc pris sa journée pour se reposer. Mais que s'est-il passé ensuite? Pour le savoir, les enquêteurs vont auditionner son conjoint, John Zablewski. Le jeune homme raconte aux gendarmes que le 28 novembre, jour de la disparition de sa compagne, il n'est pas allé travailler pour s'occuper de Laurence, car elle était souffrante. Ok, alors je vous écoute pour votre emploi du temps du mardi. Il part, lui, faire des courses dans l'après-midi vers 2h ou 2h30 pour aller chercher les médicaments que Laurence n'avait pas pu avoir la veille puisqu'il manquait une boîte. Vers 15h, John Zablewski reçoit un SMS de Laurence Maille qui lui dit surtout n'oublie pas les médicaments. Dans la suite du message, tout indique que le couple est solide. Ils ont d'ailleurs ensemble de beaux projets d'avenir. La jeune femme exprime d'ailleurs son désir de fonder une famille. C'est un message dans lequel elle lui dit qu'elle est amoureuse et qu'elle envisage, pourquoi pas, d'avoir un enfant avec lui. Le terme exact, c'est « et pourquoi pas une fille ». C'est un couple qui semble amoureux, en tout cas une femme amoureuse qui écrit à son ami, à son compagnon, qu'elle aimerait bien un enfant de lui et pourquoi pas une petite fille. John n'a aucune raison de s'inquiéter. Il raconte qu'il va ensuite chercher les médicaments à la pharmacie. Puis il va rendre un DVD loué la veille, avant de passer 1 heure dans une salle de sport. Il est 18h ce mercredi 28 novembre quand le compagnon de Laurence arrive à son domicile. C'est à ce moment-là qu'il va remarquer un mot scotché sur la porte de son garage. Étrangement, quand il rentre chez lui à Farbu, vers 18h, 18h30, il va voir un écriteau, un papier collé sur sa porte de garage. Alors le mot sur la porte du garage stipule que quelqu'un a retrouvé le chien du couple à 7 km de là. Le chien est retrouvé à Bois-Bernard, sur un parking à plusieurs kilomètres du domicile du couple. Et surtout, il est seul, sans sa maîtresse. Voilà de quoi inquiéter John, qui déclare aux gendarmes « Lorsque je l'ai lu, j'ai paniqué, car Laurence ne m'avait pas appelé pour me dire que Chloé était perdue. J'ai pris contact immédiatement avec le numéro inscrit sur la feuille. Un homme m'a dit qu'il avait découvert Chloé à Bois-Bernard. Je lui ai demandé s'il avait des nouvelles de ma femme. Il m'a expliqué que le chien divaguait seul. » La suite, les gendarmes la connaissent. John Zablewski les appelle à 19h pour leur signaler la disparition de Laurence. Face aux enquêteurs, le conjoint apparaît comme un homme complètement brisé par la disparition de sa compagne. Dans les locaux de la gendarmerie d'Arras, John parle du couple qu'il forme avec Laurence. Une histoire d'amour qui commence 1 an plus tôt, en mars 2006, dans une salle de sport. Il a une trentaine d'années, sportif, plutôt beau gosse, musclé. Sa raison secondaire, c'est la salle de musculation. John, c'est l'homme viril dans toute sa beauté, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de muscu, il s'occupe de son corps. Au départ, c'était un coup de foudre. Puis, nous avons fini par nous connaître. À l'époque, Laurence est mariée, mais son couple est à la dérive. Quant à John, il vient de se séparer de sa femme. Il était en instance de divorce avec un petit garçon. Elle était mariée, mais ne s'entendait plus très bien avec son mari. En tout cas, c'est un couple qui était mort au sens sentimental, affectif du terme. Et donc elle avait trouvé en John Zablewski finalement le petit truc en plus qui manquait à sa vie. Et je pense que sa vie, elle était un peu trop calme, très rangée. Et je pense que lui, ça a été l'étincelle qui l'a fait chavirer en fait. Elle était très 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 amoureuse. Laurence est véritablement métamorphosée par cette nouvelle passion amoureuse. La jeune femme resplendit. Quant à John, il vit lui aussi le grand amour. J'ai eu des relations avec bien d'autres femmes.
Mais avec Laurence, c'était l'amour de ma vie. John Zablewski indique aux enquêteurs qu'il était très heureux avec Laurence Maille, qu'ils vivaient le parfait amour, que ça a été tout de suite fusionnel entre eux. Ah oui, lui, il est très amoureux d'elle. En tout cas, il le fait savoir et il lui montre. Même à la caisse primaire d'assurance maladie, ils étaient étonnés. Bientôt, tous les jours, il y avait un bouquet de fleurs. Au travail, au travail, 50 roses rouges. Alors, je vous dis pas dans un bureau de 10-15 personnes où on se dit bonjour, on arrive. Oh, bon, ça se remarque, quoi. Et forcément, c'était... Des fleurs, des bijoux, tout ce qu'il pouvait. Il lui faisait des cadeaux somptueux et somptuaires. Il lui fait mener la belle vie, il l'emmène en week-end, il lui paye les restaurants. C'est une très belle histoire d'amour. Elle passe sans transition de l'ennui au plaisir. Le champagne, les belles voitures, les week-ends. Les deux amants ne se quittent plus et quelques mois plus tard, Laurence demande le divorce. Moi, je lui dis, vis ta vie, et on n'en a qu'une, il faut profiter. Moi, je lui dis, t'as pas d'enfant, t'es plus heureuse, tu rencontres quelqu'un, vous êtes jeune, et voilà. Le couple s'installe alors dans cette maison pour vivre leur histoire d'amour, jusqu'à ce 28 novembre 2007, où Laurence va subitement disparaître. Dans les jours qui vont suivre, John Zablewski va épauler les enquêteurs dans leurs recherches. Et le jeune homme est sur tous les fronts. Il fait tout ce qu'il peut pour la retrouver. On voit pas ce qu'il aurait pu faire de plus. Il prend tout de suite attache avec la caisse primaire d'assurance maladie de Lens où Laurence Maille travaille. Oui. Et là, il me dit, j'ai des avis de recherche que j'ai faits et je vais aller dans une imprimerie. Je lui dis, on va demander ici si on peut pas les imprimer, ça ira plus vite s'il faut chercher. Et puis on a commencé à ameuter tout le monde, en fait. John fait imprimer des centaines d'avis de recherche. Et très rapidement, John Zablewski, mais aidé, accompagné de proches de Laurence, mais aussi de collègues, vont placarder ici et là, à Farbu, mais aussi dans les villages voisins, ces appels à témoins. Puis on en a eu partout, il y en a eu sur Lens. Lui s'est chargé de lancer des commandes. Enfin, nous, en fait, on savait pas quoi faire pour... On voulait faire quelque chose, mais on savait pas quoi faire. Il y aura des personnes qui vont faire des battues dans toute la région. On arpente, on a arpenté les rues, on a cherché dans les fossés, dans les bas-côtés, les bois. Et John Zablewski ne s'arrête pas là. Il sollicite aussi les médias pour relayer son combat. John Zablewski attend simplement qu'on relaie son message, qu'on fasse le maximum pour pouvoir contribuer à retrouver sa compagne. Et il nous laisse ses coordonnées, son portable, n'hésitez pas à m'appeler le week-end. Sur le titre de la une, on met donc la photo de John avec l'avis de recherche et le titre « L'angoisse ». Mais malgré les forces déployées sur le terrain, la mobilisation des proches, des médias et surtout celle de John Zablewski, Laurence Maille reste introuvable. On ne trouve rien, ça devient le mystère Laurence Maille. Elle s'est totalement volatilisée. Dans son inquiétude, dans ses tourments, John décide de consulter une voyante pour savoir ce qui est devenu sa compagne. Et là, il va revenir avec des déclarations tout à fait étonnantes. Cette voyante lui raconte qu'il y a encore de l'espoir. Que Laurence est toujours vivante, qu'elle se ravit mise entre deux arbres de sapin et qu'elle souffre des poumons. La jeune femme serait-elle toujours vivante ? Plus les jours passent et plus cette hypothèse semble improbable. Lundi 3 décembre 2007, soit 5 jours après la disparition, John Zablewski demande à être entendu par les enquêteurs, car il a des révélations à faire. Il soupçonne l'ex-mari de Laurence, un employé de banque, d'être l'auteur de son enlèvement. Pendant son audition, il martèle ses accusations et il est convaincu que c'est un qui est impliqué dans la disparition de Laurence Maille. Monsieur Zablewski accuse tout simplement l'ex-mari de la disparition de Mademoiselle Maille. Et face aux gendarmes, John explique
qu'il existait un contentieux entre Laurence et son ex-mari au sujet du divorce. Alors Laurence est en instance de divorce, son ex-mari et elle doivent régler la communauté. Et elle est propriétaire avec son mari d'une maison. Et donc la maison va être partagée entre eux. Il dit notamment que Laurence a très mal accepté le fait que la maison qui va être vendue et qui est vendue ne soit pas partagée en deux. Cette maison vaut environ 140 000 euros. Alain devait en toucher 100 000 euros et Laurence 40 000 euros. D'après John, l'ex-mari de Laurence aurait donc un mobile. L'ex-mari de Mademoiselle Maille avait tout intérêt à la voir disparaître, puisqu'effectivement, si elle disparaissait, il n'y avait plus de partage à faire, puisqu'il n'y avait plus de séparation. Les gendarmes vont donc naturellement s'intéresser à l'ex-mari. Il y a une perquisition qui est organisée dans l'ancienne maison, dans la maison de communauté, où rien n'est trouvé, bien évidemment, tout a été vidé. La maison est vide, puisqu'elle est mise en vente, elle est quasiment vendue, et donc il a déménagé toutes les affaires, ce qui fait que la perquisition, par la force des choses, n'apportera rien. Ils vont faire aussi son emploi du temps. Alain travaille dans une banque, et puis il se trouve que ses différents collègues vont certifier qu'il était bien présent ce jour-là. La piste du mari est donc abandonnée, du moins pour le moment. La cellule d'enquête n'a toujours aucune piste sérieuse. Et pourtant, plusieurs détails intriguent les gendarmes. À commencer par ce chien, retrouvé seul sans sa maîtresse à 7 km du domicile. Depuis le début de l'affaire, les gendarmes ont un problème avec le chien de Laurence et de John Zableski. Le chien est revenu tout propre. Il n'a absolument pas la tête d'un chien qui aurait crapahuté 7 km dans la campagne d'Arras fin novembre sur terrain boueux. Pas une trace de boue, pas une trace d'herbe, rien alors qu'on est au mois de novembre. Étrange, car en ce mois de novembre 2007, le sol est très boueux dans la région. Les gendarmes, en constatant l'extrême propreté de ce chien, se demandent si ça ressemble pas un petit peu à une mise en scène, si ce chien n'a pas été mis là-bas à dessein. Et ce n'est pas tout. Un autre élément intrigue les enquêteurs. C'est le SMS envoyé par Laurence à Sylvie, sa collègue, le matin de sa disparition. Les gendarmes convoquent Sylvie pour la questionner à ce sujet, car dans le texte du message, ils ont mis le doigt sur plusieurs détails incohérents. Là, ils me disent, mais il n'y a rien qui vous a choqué dans le texto? Et je dis, ben non. Et il dit, ben... Donc il me montre en fait que sur le texto, elle m'a appelé bonjour, salut Sylvie. Et sur tous les autres textos, c'est salut ma poulette. Laurence l'appelle Sylvie, alors qu'en fait, elle a l'habitude de l'appeler ma poulette. Et ce n'est pas le seul élément qui pose problème. Pourquoi Laurence aurait-elle écrit « Je serai absent » au masculin? Et là, ils me disent, ben, elle faisait des fautes, Laurence? Ben, je pense pas, non. Ben, y a des fautes. Alors, je dis, ben, j'ai pas fait attention non plus. Ben, c'est marqué « Je serai absent ». Et là, ils me disent, ben, d'habitude, elle appelle sa chef. Ou elle vous appelle vous? Ben, je dis, elle m'a jamais appelé pour me dire qu'elle serait absente. Elle avait des très bons rapports avec sa chef, donc Laurence aurait pu appeler sa chef directement. Je vois pas pourquoi elle passait par Sylvie. Je me mets à pleurer et je me souviens que le gendarme me dit, mais vous inquiétez pas, on va la retrouver. Et je lui dis, vous rigolez. Enfin, les gens qui disparaissent, on les retrouve, ouais, mais ils sont plus là, quoi. Enfin, ils sont plus vivants. Tout indique que ce SMS n'a donc pas été écrit par Laurence Maille. Alors, qui l'a rédigé? Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il semble qu'il n'y ait qu'un seul homme qui pouvait avoir accès au téléphone de la jeune femme, John Zableski. Sous le masque de cet homme transi d'amour, se cacherait-il un terrible secret? Le mardi 4 décembre 2007. Dès le matin, les enquêteurs décident de placer le compagnon de Laurence Maille sous surveillance. Il commence à intriguer un petit peu les gendarmes qui décident de le laisser respirer, comme on dit, c'est-à-dire de le laisser vivre, sauf qu'ils vont le surveiller. Et ils vont le suivre de façon très discrète. Et là, on va se rendre compte qu'il se rend chez un prêteur sur gage.
Aussitôt, les gendarmes vont interroger le bijoutier pour savoir ce que John faisait avec lui. Il s'est présenté, il m'a dit voilà, j'ai 2 objets à vendre, combien vous me les rachetez? Voilà, donc moi j'ai pris les bagues qui m'intéressaient que moyennement, donc comme la majorité des bijoux, j'ai pris au poids. Voilà, j'ai pesé et je lui ai soumis un prix d'achat qui était aux environs de 40 ou 50 euros, tant que je me rappelle, et il m'a dit ok, c'est bon, je vous les vends. Et le bijoutier précise que les 2 bagues étaient celles d'une femme. J'ai dit c'est sûrement un mauvais souvenir. Un mauvais souvenir sentimental. Je lui ai dit c'est sûrement un mauvais souvenir, comme ça arrive fréquemment quand on vient vendre ce genre de bijoux. Il m'a dit oui, en quelque sorte, on peut dire ça. Voilà. Les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise, car ils vont découvrir que ces bijoux appartenaient à Laurence Maille. Ces bijoux sont récupérés par les gendarmes, présentés à la maman de Laurence, qui reconnaît formellement ces bijoux. Là, forcément, il se demande un peu pourquoi il a revendu ces bijoux. Quelqu'un qui était paniqué, qui était amoureux, qui criait son amour pour cette femme, quelques jours seulement après la disparition, revend une part intime de son ex-compagne. L'étau se resserre autour du compagnon de Laurence Maille. Et en début d'après-midi, l'enquête passe à la vitesse supérieure. Les gendarmes investissent le domicile du couple, à Farbus. Ils vont passer la maison au peigne fin. Et là, c'est la première surprise de taille dans cette affaire, c'est qu'ils l'ont retrouvé dans la chambre. Sur le matelas, qui a été retourné d'ailleurs, le matelas du lit conjugal. Et sur la face donc postérieure, on trouve une tache de sang. La conclusion est très rapide, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans la maison, c'est qu'il y a peut-être une agression, c'est qu'il y a peut-être eu des coups, que Laurence a peut-être été blessée. Que s'est-il réellement passé dans cette chambre? Et où est Laurence? Les gendarmes ont la conviction que John Zablewski leur ment depuis le premier jour. Et à partir de ce moment-là, John Zablewski devient le suspect numéro 1 et on le place en garde à vue. John Zablewski est conduit à la gendarmerie d'Arras. Sous la pression des enquêteurs, au bout de 3h45 d'interrogatoire, l'homme craque et déclare. Je l'ai retrouvé chez moi. Maintenant, bien que je sois vraiment mal dans ma peau, je vais vous dire la vérité. Et ces déclarations font l'effet d'une bombe. John Zablewski dit, écoutez, Laurence Maille est morte et c'est moi qui l'ai enterrée. John Zablewski précise que ce n'est pas lui qui a tué Laurence. Et il raconte qu'il l'a découverte sans vie, dans des circonstances étranges. Ce matin-là, ce 28 novembre au matin, il rentre de son jogging, il monte dans la chambre et là, il découvre que sa femme est morte, sa femme s'est suicidée dans le lit conjugal. Allongée sur le lit, étranglée avec un fil de fer. Elle s'est étranglée, pendue horizontalement. Elle se serait entortillé le cou avec un fil de fer et en tirant sur ce fil de fer, se serait étranglée. Laurence, qu'est-ce que t'as fait? Laurence, Laurence. Face aux gendarmes, John continue son récit. Il y avait du sang dans sa bouche. Je suis arrivé et je lui ai enlevé le fil de fer. J'étais perdu. Je n'ai pas appelé la gendarmerie, car j'étais perdu. Il est alors 12h30. Alors là, il explique qu'il est totalement hagard, qu'il va rester de longues minutes devant le lit, ne sachant quoi faire, et que très rapidement, il va se dire « c'est pas possible, on va croire que c'est moi. J'étais seul dans la maison, on était là tous les deux, on va m'accuser. Qu'est-ce que je fais? On va jamais croire à cette thèse du suicide. » Alors, pour échapper aux accusations, John explique qu'il lui faut élaborer un scénario. Il pense assez rapidement à expliquer qu'elle est partie en fait promener le chien et qu'elle n'est jamais revenue finalement de cette promenade. Donc il va l'habiller en conséquence. Il va l'habiller en tenue de jogging, allant d'ailleurs jusqu'à lui mettre des gants. Et il part en voiture sans
trop avoir réfléchi exactement où il va aller, mais assez rapidement, à proximité de chez lui, il y a le bois de Vimy. John cherche alors un endroit pour inhumer le corps. J'ai cherché un endroit où j'étais sûr de la retrouver. J'ai pris comme point de repère 2 sapins. Il va trouver un endroit plutôt discret. Il va sortir la bêche. Il explique aussi qu'il lui a mis un sac plastique sur la tête parce qu'il ne voulait pas lui jeter de la terre au visage, par respect pour elle. Et puis il va creuser, et puis il va dissimuler le corps. À partir de là, John Zablewski met au point une mise en scène pour faire croire à une disparition. Il va utiliser le téléphone de Laurence pour s'envoyer un SMS. Où il fait dire à Laurence Maille qu'elle est allée promener le chien, qu'elle l'aime. Pour faire croire à un enlèvement, John va prendre le chien, la petite chienne, Chloé, et va l'emmener à l'abandonner à 7 km de là. Et puis après, il va se construire son alibi, comme il l'avait dit au départ, c'est-à-dire se déplacer, aller à la salle de sport, rendre le DVD, et puis aussi aller à la pharmacie, chercher des médicaments pour Laurence. John Zablewski conclut ses aveux par ces quelques mots. Depuis le début, je me suis inventé un film. Je ne voulais pas que les gens aient une mauvaise opinion de nous. Je regrette ce que j'ai fait. Le mardi 4 décembre 2007, à 23 h, l'homme de 29 ans est déféré devant le juge d'instruction en présence de son avocate. Il va confirmer devant le juge d'instruction les déclarations de ce qu'il a fait devant les gendarmes. Savoir c'est un suicide, j'ai été dépassé par les événements, on s'adorait, je comprends pas pourquoi il s'est suicidé. John Zablewski maintient qu'il n'est pour rien dans la mort de Laurence. Mais ce 4 décembre 2007, la nuit est loin d'être finie. L'urgence à présent, localiser le corps de Laurence Maille pour savoir si John Zablewski dit bien la vérité. Il est trop 4 h du matin quand les gendarmes et les participants de l'instruction vont se retrouver sur les lieux. On va y aller avec des torches. On arrive à un endroit où M. Zablewski nous déclare que c'est là qu'il a enterré sa compagne. Les gendarmes creusent avec beaucoup de minutie pendant presque 1 heure. Et soudain... On commence à voir apparaître le corps de Mademoiselle Maille. Voilà 5 jours que Laurence Maille gît à plus de 50 cm sous terre. John va tenter d'aller embrasser le corps, ce qui est bien évidemment refusé par le juge d'instruction. Immédiatement, l'homme est emmené loin de la dépouille de sa compagne et incarcéré à la maison d'arrêt d'Arras. Vendredi 7 décembre 2007, cela fait 3 jours que le compagnon de Laurence Maille est incarcéré. Le médecin légiste rend alors ses conclusions sur l'autopsie pratiquée sur le corps de la victime. Et l'expert est formel, la thèse du suicide ne tient pas. Le médecin légiste explique que de toute façon, se suicider par pendaison horizontale, c'est pas possible. Laurence Maille a été étranglée et en aucun cas elle ne s'est pendue avec ce fil de fer. Il est évident que quelqu'un l'a étranglée. Quelqu'un l'a étranglée. Et l'examen médico-légal met en évidence que Laurence Maille a subi d'autres sévices. La jeune femme présente en effet des traces de coups sur le visage. L'expert légiste, en plus de l'étranglement, va découvrir des ecchymoses qui permettent d'établir que celle-ci a reçu des coups de son vivant. L'hypothèse du suicide, quand même, s'éloigne de plus en plus. Laurence Maille a donc été assassinée. Et malgré ces dénégations, la justice a la conviction que l'assassin n'est autre que John Zablewski. Mais dans les mois qui vont suivre, l'affaire va prendre une toute autre tournure.
Nous sommes le 11 février 2008. John Zablewski est incarcéré depuis maintenant plus de 2 mois. Lorsqu'une lettre anonyme est adressée à Maître Gorny, l'avocate du mis en examen. Et la lettre de ce mystérieux corbeau va réduire à néant le travail des gendarmes. Je découvre qu'il s'agit d'une lettre anonyme dans laquelle on m'annonce que M. Zablewski est bien innocent tel qu'il le prétend depuis le départ, qu'il est incarcéré à tort. Voici précisément ce que dit ce courrier anonyme. Laurence Maille a été notre victime, John est innocent. Son mari et 2 amis du couple nous ont été très complices. Pourquoi? Il préfère voir son épouse morte qu'heureuse avec John. Et le courrier dit, faites votre boulot, retrouvez l'auteur. L'auteur n'est pas celui qui est en prison, c'est Alain, son ex-mari. L'ex-mari, employé de banque, est donc accusé directement d'avoir commis le meurtre de Laurence Maille. Et le corbeau ne s'arrête pas là. Dans les jours qui suivent, d'ailleurs, elle va recevoir un 2e, sur le même mode, même ton. Le corbeau va écrire une 2e fois et va leur donner des points très très précis. Dans ce 2e courrier, le corbeau a cette fois-ci dessiné un plan. Un plan, un endroit où des objets qui auraient appartenu à Mademoiselle Maille pourraient être retrouvés parce qu'ils auraient été cachés. Un plan où il y a un canal, il y a un bois, il y a un parking, et où apparemment il y a des bijoux, des boucles d'oreilles de Laurence Maille qui ont été enterrées. Ce schéma semble indiquer aux enquêteurs qu'ils pourront retrouver des pièces à conviction le long du canal de Arnes, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Farbus. Il va leur dire, vous devriez aller à cet endroit, c'est un endroit dans la région, faire des recherches et là vous allez trouver des choses. Branle-bas de combat. La juge d'instruction et les enquêteurs se lancent immédiatement sur les pistes suggérées par le corbeau. Ils commencent par celle d'Alain, l'ex-mari employé de banque, qui serait impliqué dans la mort de Laurence. On va éplucher ses comptes, on va l'interroger sur sa relation avec sa femme. Enfin, on va pousser les investigations très loin pour voir si, par hasard, il n'y a pas un élément qui aurait échappé aux enquêteurs. Mais les gendarmes ne trouvent aucun élément suspect. Alain ne peut pas être le commanditaire de ce meurtre et d'après les dires de son entourage, il avait de très bonnes relations avec Laurence. Et puis pour le jour du meurtre, l'homme a un solide alibi. L'emploi du temps d'Alain avait déjà été fait à l'époque, on sait qu'il travaillait, qu'il ne pouvait pas être sur place. Vérification faite, Alain, l'ex-mari, est finalement mis hors de cause par les gendarmes. Mais la juge d'instruction ne veut laisser aucune piste de côté. Elle ordonne donc qu'on poursuive les investigations. Elle va demander au service de gendarmerie de se déplacer sur les lieux qui sont signalés dans le plan. La juge d'instruction, encore une fois, dans l'optique de fermer toutes les portes, se transporte également sur place. Elle y va avec des gendarmes, il y a même des gendarmes subaquatiques qui draguent le cours d'eau et ils ne retrouvent rien. Alors, qui a pu oser mettre la justice et les enquêteurs sur une fausse piste? Le juge d'instruction ne laisse rien au hasard, donc il veut savoir qui a posté cette lettre, d'où elle vient. Et là, surprise, les courriers viennent d'un centre de tri postal qui dessert la maison d'arrêt d'Arras, la prison où est incarcéré justement John Zablewski. Et donc ils vont organiser une perquisition dans la cellule de John. Parce que je pense quand même que s'il y a quelqu'un qui a intérêt à aiguiller les investigations vers quelqu'un d'autre, c'est bien lui. Et là, révélation, on trouve un bloc de papier à lettres et des enveloppes qui sont en tout point analogues au papier utilisé qu'on retrouve dans les enveloppes adressées à Maître Gorny. Et on va aller plus loin et on va retrouver sur ce bloc des traces de foulage. C'est-à-dire qu'on va retrouver des mots qui sont inscrits sur les pages sur lesquelles s'est appuyé le scripteur. Ces traces de foulage correspondent exactement à certains mots de la lettre anonyme. John Zablewski est quasiment pris sur le fait. Et pourtant,
il continue à clamer envers et contre tout son innocence. Il explique que ce bloc-notes, il peut le prêter aussi à d'autres codétenus. Et il conteste absolument les faits en disant « je n'ai jamais écrit cela ». Et à partir de cet instant, John Zablewski, derrière les murs de sa prison, va se mettre à inonder le juge d'instruction de lettres personnelles. Et c'est des lettres dans lesquelles il clame son amour pour Laurence, en expliquant que c'est la femme de sa vie. Et il y a notamment dans une lettre, il lui demande une permission pour pouvoir aller se recueillir sur sa tombe. Voici par exemple ce que John écrit. J'attendrai impatiemment ce jour où je sortirai pour me recueillir sur sa tombe. Pour lui dire que je l'aimais. Je l'aime. Et je l'aimerai pour toujours. Alors, qui est réellement John Zablewski? Compagnon désespéré ou habile manipulateur? Les gendarmes ont désormais une priorité, cerner la personnalité de cet homme. Et leur enquête va les mener dans le milieu de la nuit lensoise, où ils vont découvrir qu'il mène en fait une double vie. Il a été aperçu régulièrement dans des bars de Lens où il n'hésitait pas à faire péter la carte bleue et puis de sortir des bouteilles de champagne à 70 € pour un peu épater la galerie. Quand il invite au champagne, enfin, il flambe. Il flambait bien, quand même, c'est un bon client. Il s'est allé au bar, il discutait avec tout le monde, c'était un flambeur, ouais. Il détalait bien ses muscles, quoi. Il montrait qu'il avait des muscles. Il avait une belle bagnole, une grosse BM noire. Voilà, le mec blindé aux as. Il se promène pas dans une Twingo, il se promène dans une BMW. Il aime les grosses voitures, il drague beaucoup les filles. C'est John Zablewski, c'est le portrait de John Zablewski. Le compagnon de Laurence Maille se présente comme un cadre supérieur travaillant dans une agence d'intérim. Il a d'ailleurs un train de vie impressionnant. Tout semble lui réussir. Et pourtant, les enquêteurs découvrent que la vérité est tout autre. Pour commencer, les gendarmes apprennent que John Zablewski est en fait au chômage, chose que Laurence, sa compagne, ignorait. Effectivement, à cette époque, M. Zablewski a perdu son emploi. Il va surtout mentir à Laurence en lui disant que tout va bien. Il part le matin, il l'emmène au travail, et il va la rechercher le soir après son travail. Je dis bah non, Laurence, elle le savait pas. Elle pensait qu'il gagnait 5 000 € par mois. Mais alors, d'où vient cet argent que John Zablewski dilapide tous les soirs? Comment cet homme gagne-t-il sa vie? En fait, toute la journée, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Et ces relations de l'époque nous ont décrit quelqu'un à la fois de magouilleur, avec des petits trafics, on nous a parlé de petits trafics de stupéfiants, de carnets de chèques volés, de falsification de chèques. Des magouilles, des trafics. Pour les enquêteurs, une chose est sûre, le personnage a de nombreuses zones d'ombre. Novembre 2008, la juge d'instruction convoque John Zablewski. Elle va l'interroger sans relâche pour tenter d'obtenir la vérité. Et au bout de 3 semaines d'entretiens répétés, l'homme fait une nouvelle révélation. Il est escroc international. Il serait en lien avec la pègre lensoise et avec un certain Marcelo, rencontré ici dans ce bar de Lens, le Sombrero. Et John Zablewski de raconter au juge l'arnaque que les deux hommes ont montée ensemble. Avant d'être au chômage, John Zablewski travaillait dans une agence d'intérim. Il en aurait alors profité pour réunir les coordonnées de centaines de clients. Et donc il a utilisé toutes ces coordonnées pour en fait ce qu'on appelle faire des kits acédiques. C'est-à-dire qu'il arrivait à monter des dossiers qui permettaient à certaines personnes d'obtenir des allocations chômage alors qu'elles ne remplissaient pas les conditions pour les obtenir. John Zablewski a mis la main sur le fichier permettant de fabriquer les kits acédiques. Marcelo, lui, sait de son côté comment revendre ces kits. Les deux hommes vont donc conclure un marché.
Et il explique tout simplement que pour tout ce business, que pour cette escroquerie, lui avait réclamé à Marcello 200 000 €. C'était à peu près ce que lui estimait avoir fait pour cette escroquerie. Mais Marcello va tenter de récupérer le fichier sans avoir à le payer. L'affaire entre Marcello et John tourne très mal, puisque Marcello tente de le doubler. Et devant la juge, John Zablewski explique ce qui s'est réellement passé ce 28 novembre 2007, au matin, alors qu'il rentre chez lui. En fait, il se trouve en face de deux hommes, armés, cagoulés. Vas-y, rentre. Plus vite. Qui seraient en fait des hommes de main envoyés par Marcello dans le but de récupérer finalement son ordinateur et les fichiers informatiques. Et ainsi faire comprendre à John Zablewski qu'il a intérêt à renoncer à cette créance et à ne plus essayer d'avoir la moindre relation avec ce Marcello. Pour garder la vie sauve, John Zablewski aurait livré à ces hommes qui le menacent son précieux fichier informatique contenant des centaines de coordonnées bancaires. De quoi? Et puis qu'ils vont lui ordonner de monter à l'étage, toujours avec une arme sous la tempe. Et là, John aurait été témoin d'une scène d'une violence insupportable. Mais vous avez fait quoi? Et là, il constate qu'ils ont tué Laurence, qu'ils ont tué sa compagne. Elle est là, sur le lit, morte. Laurence, qu'est-ce que vous lui avez fait? Ta gueule, tu fais ce qu'on te dit. Et on va demander à John Zablewski tout simplement d'habiller sa femme qui est morte. Ce qu'il va faire, hein, parce qu'il est menacé d'une arme. Et ils vont l'obliger, pour l'impressionner encore davantage, à les suivre jusque dans le bois de Vimy. On va lui demander à lui, en fait, d'enterrer sa femme, de l'inhumer. Il va prendre une bêche, il va l'enterrer. C'est eux qui lui expliquent qu'il va faire croire tout simplement à une disparition. Ils vont lui demander donc d'aller signaler la disparition de Laurence et ensuite tout ce qu'il a fait, tout ce simulacre, pour faire croire à une disparition inquiétante. À présent, pour la juge d'instruction, une seule urgence, retrouver le fameux Marcello. Pour cela, les enquêteurs interrogent le milieu de la nuit lensoise. Est-ce que vous connaissez une personne prénommée Marcello qui correspond à tel type d'individu, qui roulerait dans telle voiture, qui vient toujours avec des filles assez extravagantes avec lui? Ils ne vont jamais retrouver de traces d'un quelconque Marcello, même auprès de ce bar ambiance où ils se seraient rencontrés. Marcello, il n'y a pas de Marcello au sombrero, je crois pas, non. Je connais tous les clients. John Zablewski aurait-il une nouvelle fois menti? Est-il bien, comme il le prétend, un escroc de dimension internationale? Les gendarmes vont éplucher son passé judiciaire. Seulement, ils ne trouvent que de petites arnaques à mettre à son actif. John Zablewski, c'est un escroc à la petite semaine. C'est un escroc de bas étage. C'est pas un escroc international. Et pourtant, devant la juge, John Zablewski reste arc-bouté sur sa dernière version des faits. Jusqu'au bout, il prétendra devant le juge d'instruction que l'auteur est bien Marcello. Cependant, pour la justice, le sort de John est scellé, car en enquêtant, les gendarmes ont enfin découvert un mobile pour le meurtre de Laurence. En effet, quelques jours avant sa mort, la jeune femme avait, semble-t-il, découvert que John était sans emploi et qu'en plus, il avait des dettes. Elle reçoit un coup de téléphone du notaire qui l'informe que les loyers n'ont pas été payés, en fait. Et là, gros choc parce qu'elle n'est pas au courant. Ils ont des retards de loyer alors que c'est à M. Zablewski de payer les loyers et que manifestement, il ne l'a tenu informé d'aucune difficulté à ce sujet. Et pour elle, c'est terrible parce qu'elle n'est pas habituée à ça. C'est quelqu'un qui a toujours honoré ses dettes, qui n'aime pas avoir des problèmes d'argent, qui fait ses comptes. Et ça, pour elle, c'est un effondrement. Bah, moi, je l'ai retrouvée en pleurs dans les toilettes. Elle me dit « Attends, c'est pas possible, je comprends pas. » Il me dit qu'il paye les loyers, en fait, ils sont pas payés. Elle dit « Je vais avoir une explication. » Ouais, c'est ça. Elle appelle John et
Il lui dit que c'est un malentendu, qu'il va recevoir une grosse prime, une grosse rentrée d'argent et que tout est résolu. Il a appelé le notaire et enfin voilà, c'est réparé. Mais le notaire va revenir à la charge, car John n'a toujours pas payé et c'est Laurence qui va devoir solder la dette, soit 2 400 €. Et ce notaire lui annonce qu'il va y avoir une saisie sur ses comptes. Donc c'est ses biens propres qui sont en jeu à partir de là. La jeune femme s'effondre car elle découvre le vrai visage de son compagnon, un escroc qui a trahi sa confiance. Elle a ouvert les yeux quelques jours avant sa disparition. Elle a réalisé que son compagnon lui mentait. Elle se dit qu'elle vit avec un falsificateur, en fait. Si elle a voulu s'en aller, elle a dû tout lui dire. Parce qu'une fois qu'elle se sent trahie, Laurence, voilà, elle est très franche. Faut pas la trahir. Et elle s'est sentie trahie. Laurence aurait-elle annoncé à John qu'elle voulait le quitter? Tout pousse à le croire. « 28 mars 2011. Le procès de John Zablewski s'ouvre devant la cour d'assises du Pas-de-Calais. Pour le meurtre de Laurence, il encourt la prison à perpétuité. Et dès les premières heures de l'audience, l'affaire connaît un ultime rebondissement. John Zablewski plaide coupable. Et à ce moment-là, il y a un frisson qui parcourt la salle. On se dit enfin, ça fait 3 ans et demi qu'il ment à tout le monde. On va peut-être enfin savoir ce qui s'est passé. Il dit « je suis coupable ». Alors bien sûr, on lui demande ce qui s'est passé ce fameux jour. Dans le box des accusés, les yeux baissés, John va raconter ce qu'il s'est passé ce mercredi 28 novembre 2007. Il explique que ce jour-là, Laurence lui aurait dit qu'elle savait tout. Là où tu étais censé travailler, je sais que tu travailles pas. Elle a des gros soupçons à la fois sur le fait qu'il ne travaille plus, à la fois sur le problème financier. De fil en aiguille, elle revient également sur les problèmes de loyer impayé, sur le fait qu'il lui ait menti. Et selon John Zablewski, une violente dispute aurait alors éclaté. Laurence lui indique qu'elle a compris son jeu, qu'il y a quand même, qu'elle en a assez, qu'il lui a menti. Elle a plus confiance en lui. Il sent la colère monter parce qu'il est démasqué et c'est pour lui complètement insupportable parce que c'est toute son image, c'est toute sa personnalité en fait qui s'écroule. Tu vois rien. Tu vois rien. John indique ensuite qu'à partir de là, la dispute aurait dégénéré. Elle va lui dire quelque chose d'extrêmement violent à un moment donné qui va le rendre foudrage. Et là, pris d'une irrépressible fureur, eh bien, il explique que les coups vont commencer à partir. Zablewski explique qu'il va alors commettre l'irréparable. De quoi tu fais pitié là? De quoi je fais pitié de toi? Il va lui sauter dessus, il la plaque là, elle est à plat ventre, il la plaque sur le ventre. Et là, il l'étrangle, alors il ne se souvient plus si c'est le collier ou le foulard. Mais toujours est-il qu'il utilise le collier ou le foulard pour l'étrangler, il l'étrangle comme ça. De manière à la faire taire et jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus en fait. Une fois qu'elle ne bouge plus, une fois qu'elle a probablement rendu son dernier souffle, il va rester un instant, un long moment à côté d'elle. La suite, la justice la connaît. John maquille son meurtre et fait croire à une disparition. Dans le box, John jure qu'il n'a pas prémédité son geste et qu'il a agi sous le coup de la colère. Seulement personne ne va le croire. On a John Zablewski qui nous ment depuis le début, qui est passé quand même de versions, je vous rappelle le suicide, les accusations contre l'ex-mari, l'intervention de l'escroc international et ses hommes de main, tout ça pour attendre l'audience de Saint-Omer et reconnaître à demi-mot, en fait, un meurtre qui, lorsqu'on l'écoute, est presque un accident. Pour les parents de Laurence, c'est la descente aux enfers. Vous savez pas ce que c'est, vous, de perdre votre fille unique dans des conditions comme ça, une fille bien équilibrée, c'est pas demandé.
D'ailleurs, je n'arrive même pas à comprendre comment elle a pu se laisser prendre par un gars pareil. Les délibérés durent plus de 3 heures. À la reprise de l'audience, la présidente annonce le verdict. John Zablewski est condamné à 30 ans de prison. John n'a pas bougé. John n'a pas tressailli. Il s'est levé, sans un battement de paupières, et il s'est rassis à l'énoncé du verdict, sans aucune ombre. 1 an plus tard, au procès en appel, la peine sera confirmée. Cependant, John Zablewski ne baisse pas les bras. Il lui reste une ultime chance d'être rejugé et de voir sa peine allégée. C'est pourquoi, en février dernier, il a saisi la Cour de cassation.